Bonjour à tous et bienvenue dans Vadé Rétro. Vous savez, je l'ai déjà précisé ici et là, mais si je fais cette chaîne, c'est pour pouvoir parler de ces films coincés dans les petits recoins ombrés du cinéma. Et pourtant, je n'ai pas encore vraiment abordé les grands inconnus du cinéma, ceux qu'on a complètement oubliés, complètement zappés. Peut-être parce que j'en ai un peu peur. Il y a selon moi 3 sortes de films qui finissent dans l'ombre. Ceux qui sont relativement cultes mais qu'une grande partie du public n'a pas forcément vu, des classiques qui sont connus de tous, mais qu'en comparaison peu finissent par regarder. Ceux qui ont fait un bid à leur sortie, mais qui au fil des années ont généré un cercle d'amateurs, et qui ont regagné un peu de visibilité ici et là, voire même un petit culte. Enfin, pas le genre de culte qui égorge les chèvres les nuits de pleine lune en l'honneur de Satan, plus le genre qui font des marathons films d'épouvante et popcorn. Moi je fais une semaine sur 2. Chèvre, popcorn. Chèvre, popcorn, chèvre, M&M's, nourrisson. Et ceux qui sont encore et toujours dans l'ombre, et qui de ce fait sont moins distribués, moins visionnés, dont il ne reste que peu de copies, et qui sont par conséquent parfois très durs à retrouver. Les films qui tombent dans cette troisième catégorie sont pour moi une des plus belles ambiguïtés, car d'un côté je me sens mal à vous suggérer un film pratiquement introuvable, et d'un autre ils sont pourtant les films que je souhaite le plus défendre et ramener à l'avant de l'écran. Le film d'aujourd'hui en est un bel exemple. Un film que j'avais retrouvé perdu dans un rayon de seconde zone de mon vidéoclub, et pourtant un film qui m'a profondément marqué quand je l'ai découvert. Je veux parler de Killing Angel. Killing Angel, ou Mr. In-Between dans sa version originale, est un thriller indépendant dramatique britannique, sorti le 3 octobre 2003 en Angleterre et la même année en France. A savoir que le film n'est sorti qu'en festival et en DVD. Killing Angel est réalisé par Paul Sarosy, un réalisateur et directeur de photographie canadien qui a réalisé... Paul Sarosy est en effet plus connu pour son travail en tant que directeur photo. Alors, un directeur photo, c'est quoi? Un directeur photo, ou chef opérateur, ou cinématographe, ou encore dirphote, ou encore DOP, Pas les yeux. Évite les nœuds. est responsable des prises de vue sur un tournage, plus précisément de l'installation du cadre et de la lumière. Il conçoit l'esthétique et l'éclairage, et s'occupe également de l'étalonnage au montage en post-production. C'est un rôle peu reconnu mais qui est essentiel à l'esthétique du film, ainsi qu'au style et au caractère artistique fidèle à certains réalisateurs. On a par exemple Janusz Kaminski, qui est directeur photo sur tous les films de Spielberg depuis 1993, ou encore Bruno Delbonnel, à qui on doit la beauté esthétique de certains films de Jean-Pierre Jeunet, de Tim Burton, ou encore des frères Cohen. Paul Sarosy quant à lui a été le directeur photo d'Atom et Goyan, un réalisateur canadien qui a fait du cinéma assez particulier, mais qui vaut la peine de découvrir. Si je peux vous le décrire en 2 mots, ce serait des gens tout nus et des enfants morts. Voilà. On peut aimer. Non mais sérieusement, les œuvres d'Atom et Goyan sont profondes et assez fascinantes, car il aborde le plus souvent les parts sombres de l'humain, telles que la solitude, la folie, le deuil et la culpabilité, mais avec une profonde empathie. Je peux vous assurer qu'en vous penchant sur sa filmographie, vous en aurez pour votre curiosité. Paul Sarosy a été directeur photo sur 9 longs métrages d'Atom et Goyan, ainsi que sur des films comme le très marrant Charlie Bartlett et le remake de The Wicker Man. Non, l'autre Wicker. Voilà. La photographie de Killing Angel n'est cependant pas de Paul Sarosy, qui afin de se concentrer sur son premier travail en tant que réalisateur, a choisi Haris Zambarloukos pour s'occuper de la photographie du film, un directeur photo chypriote grec qui fera sa notoriété plus tard avec son travail sur les films de Kenneth Branagh, mais pour qui Killing Angel ne sera que son second film. Car Killing Angel est la définition même de film indépendant. Peu de temps, peu de moyens, et en contrepartie, beaucoup d'emmerdes. Par exemple, les tournages en campagne ont dû presque tous être annulés à cause de l'apparition en 2001 de l'épidémie Foot and Mouth, une maladie mortelle qui a causé la mort de plusieurs millions de vaches. Mais ça fait quand même chier. Eh, vous croyez qu'elles ont droit à une salle de réanimation, les vaches? Ou à une sécurité sociale? Eh ben non. C'est dégueulasse. Le scénario a même été écrit par un prêtre. Enfin non, il a été écrit par Peter Weddington, qui est aussi comédien, et qui joue le prêtre dans le film. Ouais, c'est du pareil au même, hein. Bonnet blanc et blanc bonnet. C'est kiff kiff bourricot. Je commence à comprendre pourquoi je me faisais bolosser à la cour de récré. Plus qu'un script, Killing Angel est en fait l'adaptation directe du livre Mr. In-Between, écrit par Neil Cross, un romancier britannique qui, en plus de ses romans,
écrit et participe à la création de plusieurs mini-séries anglaises, la plus connue étant Luther, sorti en 2010, un feuilleton de type thriller policier avec meurtre et enquête, et avec Idris Elba dans le rôle d'un détective ultra hardboiled, une série vraiment excellente pour tout amateur de thriller type profiler et sans pitié. Il a aussi participé à la création de la série Crossbones en 2014, une série de corsaires et de pirates avec un barbe noire interprété par John Malkovich, mais une série qui s'est arrêtée au 9e épisode, et qui s'est, on peut le dire, un peu pété la gueule, parce que c'est une série qui est Il a plus récemment créé la mini-série policière dystopique Hard Sun, en 2018, qui, elle, vaut franchement le coup d'œil. Et cette série-là, elle s'est aussi pété la gueule. Mais elle est vraiment super. À savoir que Mr. In-Between est le tout premier livre de l'auteur, un roman qu'il a écrit à 24 ans, et qu'il a lui-même résumé comme le résultat de nombreuses nuits blanches, passées à griffonner ses papiers, sous consommation d'un cocktail d'amphétamine et de cigarettes. Moi je le répète, pour ceux qui veulent écrire, un café reste le meilleur allié. Sans sucre de préférence. Le film raconte l'histoire de John, interprété par Andrew Howard, un comédien de type second couteau, c'est-à-dire un acteur qui joue le plus souvent des rôles secondaires dans les films et les séries. Killing Angel est un des rares films dans lequel il campe un rôle principal. Et c'est un excellent campeur. Enfin acteur. Enfin vous m'avez compris. Ou pas. Je vais prendre un peu de sucre finalement. Personnage énigmatique, John mène une vie simple et austère, et est employé comme tueur à gages par l'homme tatoué, avec qui il a une relation à la fois professionnelle et paternelle. Un homme mystérieux et terrifiant, qui cuisine dans les égouts. On ne discute pas les goûts. John croise un jour un ami d'enfance, Andy, joué par Andrew Tiernan, un autre second couteau, reconnaissable dans Le pianiste de Roman Polanski, qu'il tournait en parallèle à Killing Angel, et un peu moins reconnaissable dans 300, dans lequel il joue un spartiate passé au micro-ondes. Andy galère entre sa recherche de travail et sa petite vie de famille, famille à qui il introduit son ami. John va doucement se retrouver piégé entre sa loyauté envers l'homme tatoué et l'empathie qu'il va développer pour son ami et ses proches, qu'il va tenter d'aider. Le film, dans ce qu'il raconte autant que dans ce qu'il montre, est globalement construit sur un principe très simple, celui de la dualité. Dans la photographie déjà, à la fois très épurée et désaturée de couleurs, mais qui joue particulièrement d'un intense clair-obscur, où la dualité entre l'ombre et la lumière est souvent très présente. Dans la musique aussi, qui alterne d'un côté entre les mélodies mélancoliques dans les scènes avec la famille d'Andy, et d'un autre d'une musique mécanique industrielle froide et sans âme, dans les rencontres entre John et l'homme tatoué. Dans l'ensemble, on nous présente deux tableaux. Celui du monde terrestre, qui plonge le film dans une ambiance de thriller dramatique, qui nous présente un monde gris, triste. Bon, en même temps, ça se passe en banlieue londonienne. Faut pas s'attendre à un climat très tropical. Londres. Son climat, ses habitants, et ses poubelles enflammées. Un monde envahi par la violence et l'injustice, mais aussi inévitablement habité d'une certaine beauté, pour ceux qui savent où regarder. Et d'un autre, on a le monde du mystique, visuellement plus éthéré, plus mystérieux, presque fantastique, et pourtant toujours ancré dans le réel. Requestionnant ce qu'on a devant les yeux, avec l'homme tatoué, personnage énigmatique, dont le charisme maléfique inquiète autant qu'il fascine. Dans le monde de l'homme tatoué, les couloirs n'ont pas de fin, et les hommes ne sont que des ombres. On oscille donc entre deux univers, avec John, perdu entre les deux. Alors la grande question, c'est évidemment... qu'est-ce que l'univers ? L'univers définit tout ce qui existe. L'espace, le temps, la matière, un ensemble régi par un certain nombre de lois... Enfin non. La vraie grande question, c'est... qu'en est-il de sa fidélité par rapport à l'œuvre originale ? Pour ce qui est de la qualité d'adaptation du livre, je trouve qu'on touche à quelque chose de très intéressant. D'un côté, beaucoup d'éléments sont conservés et respectés à la lettre. L'univers qui appartient au livre est très bien retranscrit dans le film. Les dialogues sont pratiquement les mêmes, surtout les grandes répliques, mais même au-delà de tout ça, les personnages et même certains détails sont respectés avec une précision chirurgicale pour garder la même âme obscure et romantique du roman. Même certaines différences vont dans la direction du livre tout en offrant une nouvelle plume sur la pellicule. Par exemple, le lieu d'habitation de l'homme tatoué est dans le livre un grand manoir victorien luxueux, alors que dans le film, il habite sous la ville, dans des égouts aménagés, un environnement lui donnant un aspect encore plus obscur, inquiétant et anormal. D'un autre, le film prend le risque de changer de direction en plein milieu de l'histoire, en inversant un élément central de l'intrigue, sans malgré tout perdre l'essence et la finalité du livre, ce qui m'a permis d'apprécier les deux versions à part entière. En fait, la difficulté qu'il y a à adapter un livre en film, c'est généralement de faire tenir plusieurs centaines de pages en moins de 2 heures de cinéma. Certains films s'en sortent très bien, comme l'Odyssée de Pi, qui retrace assez fidèlement le livre, d'autres se rétament complètement, avec par exemple
Au pif, le livre Je suis une légende de Richard Matheson, dont la plus récente adaptation retire 90% du contenu du livre pour transformer un best-seller du fantastique en un blockbuster de bas étage, avec en bonus une finalité qui arrive même jusqu'à détruire le principe même de base du livre. En gros, c'est comme si vous commandiez un sandwich et qu'on vous vire les garnitures, la mayonnaise, le pain, et qu'à la place on vous sert une éponge usagée au jus de poubelle entre deux tranches de carton. De loin dans le brouillard en plissant les yeux ça passe, mais une fois en bouche, c'est le drame. Bon, après si vous aimez, je juge pas, hein. On est dans un pays libre. Même pour les scatophiles. Pour Killing Angel, le film utilise ses handicaps filmiques comme des atouts. En fait, les éléments du livre qui sont retirés pour ne pas être mis dans le film font que le film respecte mieux le livre. Enfin non, c'est que le livre, les éléments qu'on enlève du livre, ça respecte le livre dans le film. Enfin non, c'est l'inverse. C'est moi ou j'ai un peu de mal aujourd'hui? En fait, le film fait ce qu'un film est censé faire. Il n'explique pas, il montre. Le livre, par exemple, détaille très graphiquement certaines des scènes les plus violentes pour la recréer dans notre tête. Le film, lui, au lieu de nous les montrer, joue la même musique en nous donnant juste assez d'éléments pour nous laisser imaginer cette même violence. Dans le livre, John nous est décrit au travers de ses habitudes, de ses actes, de ses pensées et même de ses principes. Dans le film, John apparaît comme complètement désidentifié, sans passé, sans nom, qu'on ne voit pratiquement jamais manger, ni dormir. En bref, il est déshumanisé. Et pourtant, c'est un personnage riche qu'on découvre au travers de ses regards, de sa démarche, de ses mimiques, de ses habitudes et, bien entendu, des émotions qu'il transmet. Le film est purement sensoriel. Il ne se perd pas en explications et nous laisse même parfois dans le doute. Il nous montre sans nous dire. Et pourtant, on comprend. Enfin, moi perso, j'ai compris. Et je comprends pas grand chose. Genre, par exemple, ça. Toujours pas compris. La preuve en est que même si j'ai vu le film avant de lire le roman, j'en avais déjà saisi les éléments sacrifiés du livre. C'est quand même classe. On a donc une adaptation très fidèle à l'esprit de l'œuvre, sans pour autant se contenter d'un copier-coller du papier à l'écran. La question qui subsiste, c'est qui est John? Ou plus exactement, qu'est-ce qu'il est? On alterne tout au long du film entre les actes inhumains qu'il commet pour l'homme tatoué avec froideur et professionnalisme, et les instants qu'il partage avec Andy, sa femme et ses amis, dans lesquels il devient un homme mélancolique et introverti. Un instant c'est un monstre impitoyable capable des pires choses, l'instant d'après c'est un homme timide et sensible qui va tout faire pour subvenir aux besoins de ceux qu'il aime. Il est en soi la définition même de l'anti-héros, un personnage qui ne dispose d'aucune caractéristique du héros traditionnel, il n'a ni courage, ni altruisme, ni noblesse, un protagoniste qui erre sans but réel, mais un personnage qu'on va pourtant pouvoir ressentir et soutenir dans sa recherche de sens et de rédemption. Du coup, que représente-t-il? Aussi étrange que cela puisse paraître, je pense que John est un ange. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est un peu le titre du film. Mais je ne me suis pas fondé sur ça. Alors déjà, un ange, c'est quoi exactement? Oui, vous allez me dire, c'est le machin avec des ailes, une auréole, il se trimballe en robe et parfois il joue de la trompette. Et vous aurez raison. À la fois connu de tous et pourtant encore aujourd'hui une créature complexe et mystérieuse, un ange, dont la racine latine angelus et grec angelos, signifiant messager, est un être surnaturel présent dans de nombreuses religions, telles que le christianisme, mais aussi le judaïsme et l'islam. Représentant un intermédiaire entre Dieu et les hommes, parfois un annonciateur, parfois un soldat, bénissant mais aussi punissant les mortels, sous les ordres du Tout-Puissant. Ils ont été créés par le Seigneur pour répondre à ses ordres. C'est pour ça que les archanges, Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, portent dans leur nom le suffixe « El », signifiant Dieu en langue sémitique. Alors Gisèle, ça compte pas. Si un ange désobéit à Dieu, il est banni du paradis. C'est le cas par exemple dans la religion juive, avec des êtres célestes appelés Grigori, des anges tombés amoureux des humains, et bien sûr du plus célèbre, Lucifer, qui a entraîné dans sa chute un tiers des anges avec lui. On appelle ça un licenciement de messe. Non mais j'y arrive pas aujourd'hui. John est lui aussi une forme d'ange déchu, cherchant à retrouver ses ailes, et forcé de répondre aux ordres sinistres de l'homme tatoué, figure à la fois du père et du diable, testant régulièrement la loyauté de son protégé. Après tout, John veut dire « Dieu pardonne » en hébraïque. Il est une créature tombée amoureuse des humains, qui cherche la rédemption en aidant les innocents qu'il croise sur son chemin, et de ce fait, bafouant les règles mêmes de l'existence qu'on lui a donnée, celle d'un ange de la mort. Je pense que ce n'est pas une coïncidence que l'un des associés de l'homme tatoué, un grand albinos effrayant, réponde au nom de Michael Mas, qui correspond au nom d'une fête religieuse qui célèbre tous les archanges. Un personnage purement maléfique, portant un nom purement angélique. Le film nous offre en un sens une relecture distordue et mystérieuse des frontières entre lumière et ténèbres, et on assiste en conséquence à une œuvre aux multiples nuances.
D'ailleurs, on peut retrouver les mêmes concepts dans le film Drive de Nicolas Winding Refn, où un homme sans nom, sans passé, alterne entre son travail de conducteur dans des crimes organisés, tout en essayant d'aider une famille à laquelle il s'attache. Un homme mystérieux, vu comme un saint auprès des innocents, mais qui révèle une part d'ombre froide et violente. Les Simpsons ? Ah merde! Killing Angel est un de ces films tombés derrière les étagères. Il n'est pas forcément facile à trouver, mais si vous vous en donnez l'effort, vous aurez entre les mains un petit bijou indépendant qui vous donnera envie de repartir à la chasse aux films perdus. En tout cas, c'est un de ceux qui me motive à toujours aller vers l'inconnu. Bonne recherche, bonne soirée et bonne séance. Mais c'est vraiment du sucre.